Bonjour à tous, bienvenue sur La Vie Média, la chaîne YouTube du magazine La Vie, l'hebdomadaire chrétien d'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à commenter, à partager cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un objet religieux qui fascine, c'est le moins qu'on puisse dire, le Saint-Suaire de Turin. Et quelle que soit l'opinion qu'on a sur le sujet, il faut dire que son histoire est assez incroyable, en tout cas unique. Et donc nous sommes avec l'historien Nicolas Sarzeau ici présent. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à La Vie. Vous êtes donc diplômé de l'école du Louvre et docteur en histoire médiévale. Vous avez publié en 2024 une thèse remarquée intitulée Les Suaires du Christ en Occident, publiée au CERF. Après l'avoir soutenu fin 2021 à l'EHESS. Et tout récemment, vous venez de publier un article dans une prestigieuse revue d'histoire médiévale au sujet de votre dernière découverte sur le Suaire de Turin, dont nous nous faisons l'écho dans La Vie avec cette une. Voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Est-ce une relique véritable, c'est-à-dire le linge qui aurait enveloppé le corps de Jésus au tombeau, ou une image, c'est-à-dire une simple évocation de ce linge sur lequel on aurait peint l'image de Jésus, voire une fausse relique? Le débat fait rage dès le XIVe siècle. Ce débat sur les reliques, en fait, on va voir que c'est assez classique, mais ce qui est original avec le Suaire de Turin, c'est que l'intérêt s'est accru avec le temps et touche aujourd'hui bien au-delà des sphères religieuses. En fait, le linceul n'a jamais été aussi populaire qu'à partir de la toute fin du XIXe siècle, en 1898, où un photographe italien prend en photo le linceul. Et par le jeu du négatif, découvre assez époustouflé un visage, le visage d'un homme qui ressemble très fortement aux représentations qu'on a de Jésus, avec une honnêteté assez déconcertante par rapport à ce qu'on avait sur le tissu. Voilà, donc c'est même cette image-là qui devient en fait la plus célèbre dans le monde et qu'on met même en évidence sur le reliquaire, par-dessus le reliquaire du Suaire à Turin. Donc, avant de plonger dans les débats autour du Suaire, tout simplement, Nicolas Sarzeau, pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce sujet ? Alors, c'est une question toujours un peu. La réponse est toujours un peu décevante parce que souvent les sujets ça se choisit pas sur un coup de foudre, mais plutôt dans une discussion avec un directeur de recherche. Moi, j'avais été intéressé au Moyen Âge en licence, et notamment en lisant Jean-Claude Schmitt, Saint Guinefort par exemple, une histoire de saint lévrier un peu folle comme ça, où on se rend compte que le Moyen Âge est une époque qui nous est beaucoup plus exotique et étrangère que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc intéressé par ces histoires de culte à des objets et à des images, m'intéressant par ailleurs aux images à l'école du Louvre. J'avais envie de travailler sur une image de ce type, une image puissante, une image qui produisait des choses, qui faisait bouger les gens autour au Moyen-Âge. Et donc j'en ai discuté avec Pierre-Olivier Dittmar à l'EHESS, qui m'a proposé quelques sujets. Et il y avait celui-là, et oui, ça faisait partie des sujets. Je me suis posé la question de savoir si c'était un bon sujet. La manière dont il l'avait posé, lui, c'est qu'en fait, on a affaire à une image sur laquelle il y a énormément de littérature, mais très peu de littérature sérieuse, notamment en histoire. Parce qu'en fait, justement, des gens comme Jean-Claude Schmitt, mais aussi, pour citer par exemple André Vaucher, qui intervient dans La Vie, pour citer d'autres grands chercheurs qui ont mis au jour l'importance de ces questions de culte, ils se sont intéressés à beaucoup d'objets, mais précisément pour montrer que ces objets avaient une histoire sociale et qu'il ne fallait pas s'arrêter à la question de l'authenticité, de savoir si les médiévaux étaient crédules ou bêtes ou pas. Et donc, ils essayaient d'enjamber cette question de l'authenticité de sorte que le Suaire, qui était complètement pris dans cette controverse, apparaissait comme le pire objet pour poser la question. C'est-à-dire qu'évidemment, il valait mieux s'intéresser à quelque chose d'évident, peut-être comme le Saint Lévrier Guinefort, pour mettre de côté cette question et rentrer dans un débat profond sur ce que ça veut dire croire, qu'est-ce que c'est qu'un objet de culte dans une société comme l'Occident médiéval. Et ça laissait de fait un créneau sur ce Suaire qui avait eu assez peu d'historiens, à part Andrea Nicolotti qui à ce moment-là venait de publier à Turin son livre sur le Suaire. Et ça permettait peut-être de se lancer dans une histoire sociale de cette image, avec la possibilité peut-être de trouver des sources, parce que
un des présupposés, c'est-à-dire que finalement tous ces gens qui avaient travaillé sur le suaire, qui avaient écrit dessus, n'avaient pas l'air d'avoir regardé beaucoup la documentation. En tout cas, ils la citaient très peu. De fait, on a trouvé pas mal de sources pendant la thèse, et depuis, donc on a pu effectivement faire prospérer, disons, le sujet. Et c'est vrai que c'était une bonne intuition de Pierre Olivier au départ de se dire qu'il y avait là un objet qui pouvait être un objet à la fois exemplaire d'une certaine histoire des images et qui posait des problématiques propres tout à fait uniques qui le rendent effectivement fascinant. D'accord, et donc avant d'en venir au cœur des débats, on va y venir, vous inquiétez pas, on va parler en fait de ce qui nous amène aujourd'hui à évoquer le suaire, c'est-à-dire votre découverte d'une nouvelle source tout récemment, donc une découverte importante sur le Saint-Suaire que vous publiez dans la revue Journal of Medieval History. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors c'est pas exactement moi, c'est assez drôle, c'est pas exactement moi qui la découvre, c'est plutôt donc Béatrice de Laurenti et Alain Bourreau, et même eux, c'est pas exactement eux qui la découvrent, c'est une histoire assez amusante. En fait, on a des manuscrits dans les archives, mais il faut bien avoir en tête que, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, on n'a pas lu toutes les sources médiévales avec attention, on les a pas toutes regardées. Il y a beaucoup de travail à faire sur ces sources médiévales, surtout disons la fin du Moyen-Âge, qui est la grande révolution de l'écrit, où on écrit de plus en plus. Et donc là, c'est un texte qui n'avait pas encore été édité, que Béatrice et Alain ont regardé pour le publier, et ils ont trouvé dedans une mention d'un suaire en Champagne, qui les a pas plus intrigués que ça. Passage qui en fait avait déjà été cité par deux auteurs dans les années 30, qui eux-mêmes c'est pas du tout intrigués par ce sujet. Donc en fait, c'est quelque chose qui traîne, vous voyez, qui est pas complètement quelque chose qui sort, comme on pourrait l'imaginer dans une vision un peu Indiana Jones, pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est un texte qui était là, mais qui avait juste pas été regardé pour cette question du suaire. Et donc Béatrice de Laurenti me parle de cette mention du suaire. Ils avaient identifié que ça devait être le suaire de Liret, parce qu'en Champagne, il n'y a qu'un suaire dont on connaît un culte établi, qui est le suaire de Liret au XIVe siècle, pile à la même époque, avec une controverse, donc tout collait parfaitement. Et donc me dit, tiens, c'est intéressant. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus qu'intéressant, parce que c'est la première source écrite qu'on ait sur l'objet. C'est ça. Jusque-là, on avait des sources qui étaient en 1389-1390. Or, l'auteur de cette source, qui donc s'appelle Nicolas Orem, qui est un théologien normand, meurt en 1382 en tant qu'évêque de Lisieux. Et donc, fatalement, ça pouvait être qu'une source plus ancienne. Et donc, c'était une source nouvelle. Alors, c'est juste une petite phrase. C'est pas du tout ce qui l'intéresse lui. C'est assez amusant dans cette histoire. Finalement, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'objet sans vraiment être intéressés par l'objet. Et c'est parfois les choses les plus intéressantes qu'on puisse lire là-dessus. Puisque lui, il est dans un grand débat sur la question des démons. Est-ce que les démons font des actions sur Terre ? Est-ce qu'il faut croire aux gens qui affirment ce type de choses ? Est-ce qu'il faut croire les candidatons qui nous disent, bon, finalement, les démons agissent et j'ai été, envoûté par un démon ou que sais-je. Et lui pose cette question-là, essaie d'avancer plusieurs arguments, mais il dit attention quand même au témoignage, parce que le témoignage, c'est toujours quelque chose qui peut être problématique. Souvent, les gens rapportent quelque chose qu'ils ont entendu, mais ils n'en sont pas témoins eux-mêmes. Et donc, il dit il faut se méfier de la parole de tout le monde, parce que le membre du clergé aussi peuvent parfois être légers, disons, sur le témoignage, et de citer l'exemple du clergé en disant de toute façon, je n'ai pas à croire qu'on me rapporte de tels miracles, puisqu'on a bien vu, on a clairement vu, on a fait l'expérience claire du fait que c'était pas toujours complètement crédible, dans le cas de l'église de Champagne, où on a affirmé que se trouvait le suaire du Christ, et dans tant d'autres cas de fables forgées par le clergé, avec l'idée que c'est forgé par le clergé pour obtenir de l'argent. C'est vraiment cette idée d'avarice du clergé, qui est un grand thème de la critique des reliques en règle générale, vue comme une manne financière. Donc cette source, c'est juste une toute petite phrase qui vient compléter un dossier qui était déjà assez riche en fait. Alors on va y revenir sur le dossier justement, mais donc pour résumer et pour resituer pour ceux qui n'ont pas forcément tout l'itinéraire du suaire en tête, on parle bien donc du suaire de Turin, mais qui auparavant en fait on l'a retracé comme apparaissant, en tout cas les premières sources qu'on a qui sont vraiment qui sont attestées comme parlant de ce suaire-là qui est aujourd'hui à Turin, parlent du suaire de Liret, donc c'est une petite ville près de Troyes, en Champagne, en France. Donc le suaire est apparu en France, a priori, et donc
Voilà, donc pour resituer, voilà, on parle bien du suaire de Liray. Le suaire de Liray, c'est le suaire de Turin. Et puis, il est même passé par Chambéry avant d'aller à Turin. Donc, on parle même parfois du suaire de Chambéry. Donc Aurème, ce théologien qui va devenir même évêque, le prend, si j'ai bien compris, comme un exemple de fausse relique. C'est ça. C'est même plus que ça. C'est qu'en fait, il le prend comme l'exemple le plus clair, enfin ça lui paraît la chose la plus évidente qu'il puisse citer, du fait que la parole du clergé n'est pas toujours une parole vraie. Ce qui est un vrai débat, parce qu'évidemment, on est à une époque où l'Église prétend non seulement dire la vérité, mais aussi imposer une forme de contrat de croyance. C'est-à-dire qu'évidemment, dans l'Église, il faut croire et donc dans l'Église, sous-entendu dans la société, puisque la société est chrétienne, il faut croire aux éléments du credo. Donc l'Église est une autorité absolue. La Bible est absolument incontestable. Nicolas Rème, évidemment, ne la discute pas. L'existence même du diable est incontestable, puisqu'elle est décrite dans la Bible. Donc, Nicolas Rème ne discute pas ça. Il ne discute pas tout un tas de phénomènes miraculeux qu'il reconnaît. C'est pas du tout quelqu'un qui serait quelqu'un qui croirait pas au surnaturel. Au contraire, on est vraiment dans ce monde-là. Mais néanmoins, il considère que ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des choses à discuter quand on a une parole ecclésiastique. Et donc, le clergé ne dit pas forcément la vérité. Et là, il va citer donc un exemple, l'exemple qui lui vient en tête et qui lui semble le plus percutant sans doute, pour essayer de se replacer dans son moment d'écriture à lui. Et donc il se trouve que c'est le cas d'un suaire en Champagne. Or ce suaire en Champagne, on le connaît déjà, puisqu'effectivement 1389-1390, on voit apparaître à Liray dans la documentation cet objet, donc il y a un linge sur lequel deux empreintes représentent le corps du Christ. Et je dis bien représente, puisque dans les premières sources, l'objet est qualifié en 1389-1390 comme une représentation du suaire du Christ, donc comme une sorte d'image du suaire. Et donne lieu à un débat, puisque cette image, il n'est pas tout à fait clair s'il est bienvenu ou pas de la montrer. Donc là, on a tout un débat qui avait déjà été bien fouillé, dans lequel on a les propriétaires de l'objet, qui est la famille de Charny, qui est une famille de moyenne aristocratie, disons, de la région, on est juste à côté de Troyes, et l'évêque de Troyes, précisément. La famille de Charny veut faire ostension de l'image donc aux fidèles, veut montrer l'image, et donc organiser une sorte de culte à l'image en tant qu'image. Ils ne disent jamais que c'est une relique. Et de son côté, l'évêque, lui, s'étrangle, parce qu'il dit, en fait, moi, mon prédécesseur a déjà fait une enquête, et on a pu prouver que c'était un faux. Ils avaient enlevé la relique du sanctuaire, maintenant ils veulent... Enfin, ce qu'ils présentaient dans un premier temps comme une relique du sanctuaire, maintenant ils veulent le ressortir comme une image. Ça va pas du tout, c'est superstitieux. En tant qu'évêque qui doit faire attention, disons, à la foi de mes fidèles et au fait qu'ils ne croient pas à n'importe quoi, je ne peux pas laisser passer ça. Et donc, je demande à ce que ce soit interdit. Et le pape intervient et va trancher en autorisant le fait qu'on expose l'image, en précisant bien que cette exposition doit se faire en tant que figure représentation, et donc sans les solennités en usage quand on montre une relique. Donc ça, c'était le dossier tel qu'on l'avait jusque-là, qui déjà n'était pas hyper favorable à la question de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on voit bien d'emblée que l'objet est considéré comme une image et que les propriétaires l'ont présenté dans un premier temps comme une relique, puis dans un second temps comme une image, et qu'un évêque va nous dire que la fraude a été découverte et qu'on a même découvert l'artisan qui l'avait fait. Donc en fait, on a vraiment une source qui est extrêmement précise et qui même en fait est l'une des sources les plus précises sur une fraude à la relique au Moyen-Âge, qui sont des faits qui sont souvent décrits de manière humoristique par des auteurs, qui sont en fait très rarement présentés dans le détail. Donc là, on a un cas qui était déjà assez passionnant et assez rare. Se rajoute à ça cette source qui le confirme, qui le croise et qui rajoute une couche de lecture, puisqu'évidemment on est dans un très beau texte d'Aurème sur la question du témoignage et sur la question de qu'est-ce qui peut être reconnu comme vrai ou pas. Et donc là, il y a quelque chose de très... On se rend compte qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on avait déjà des débats en fait, sur la question de l'authenticité en fait, des reliques et même des interrogations sur les preuves des phénomènes surnaturels. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, un œil moderne, enfin contemporain. Oui, non, c'est des questions qui sont très importantes. Alors, la question des reliques est une question essentielle. Il n'y a quasiment aucun de ces auteurs qui remettent en question fondamentalement le culte des reliques. Mais beaucoup trouvent qu'il y a des abus. Donc on peut citer Claude de Turin à l'époque carolingienne, ou encore Guibert de Nogent, qui est une source assez extraordinaire, qui nous raconte des histoires pas possibles sur des fausses reliques bricolées plus ou moins par l'Église. Donc on a des sources qui nous décrivent, souvent sans citer les noms et souvent sans préciser de quoi il s'agit, parce qu'évidemment c'est un peu dangereux, que des reliques sont très problématiques. Et c'est d'ailleurs vrai aussi pour les miracles. C'est-à-dire qu'en fait, la question des miracles se pose. Est-ce que des miracles sont
vrai ou pas, mais plus intéressant encore, à partir du moment où au XIIe, XIIIe siècle, on voit naître les universités. En fait, au départ, on avait la formation, disons, se faisait à l'intérieur du clergé dans le cadre des écoles monastiques ou des écoles de cathédrales. Les écoles de cathédrales vont devenir des universités et tout un savoir va se développer avec la redécouverte notamment d'Aristote, qui est le grand penseur grec qui est reçu au Moyen-Âge, qui réfléchit précisément sur les phénomènes naturels. Son traité sur la physique est vraiment un texte que lisent les universitaires quand ils commencent, disons, leur carrière. Enfin, les étudiants même, on peut dire, quand ils commencent leurs études. Et dans ce traité d'Aristote, on apprend des choses, que par exemple, les phénomènes physiques sont toujours liés à un contact, que les actions à distance, ça n'existe pas, et les démons, il n'en parle pas. Donc en fait, on a, pour les médiévaux, ici, la question de se dire, mais comment on peut faire coller ce cadre d'Aristote, qui est vraiment reçu comme le plus correct, avec tout ce que nous on connaît. Et donc là, il y a tout un travail qui va très loin, et ça c'est une grande partie du travail, notamment d'Alain Bourreau, Béatrice de Laurentiis, ont plutôt travaillé sur les questions des sortilèges, qui sont un autre des problèmes qui est traité en parallèle. En fait, la grande question, c'est comment faire coller tout ça, et comment expliquer du coup les miracles. Parce qu'en fait, on a des explications qui sont quasiment naturalistes du miracle, on essaie de comprendre mais comment ça marche, c'est quoi les ressorts précisément. Donc c'est un grand moment de réflexion très attentive, très soigneuse, dans lequel on ne remet pas du tout en cause du surnaturel, mais on essaye de l'expliquer, de le circonscrire, voire parfois de dire des choses assez incroyables, comme pour Saint François, il y a un très beau texte qui a été découvert qui a été étudié par Alain Bourreau, dans lequel on explique que les stigmates de Saint François, c'est pas un miracle, c'est à force, par l'imagination, il a somatisé en gros le Christ. Et donc là, par exemple, on a une distinction qui nous semble extrêmement fine et même un peu absconce entre ce qui est miraculeux et ce qui est de l'ordre de la somatisation, mais qu'il essaye de faire. Donc on voit qu'on est sur des questions de définition qui sont extrêmement fouillées, techniques, et Aurème, il est vraiment dans ce cadre-là. Donc autant dire que cette question de relique, c'est pas du tout son problème majeur, mais ça fait partie des choses qu'il a dans son portefeuille d'exemples pour avancer ses propres idées. Donc si je résume bien le dossier historiographique du Suaire, on a donc cette nouvelle source d'Aurème qui l'évoque a priori dans les années 1370 au plus tard 1380, et toute la polémique qu'il y a eu avec l'évêque de Troyes en 1389-1390 qui remonte jusqu'au pape qui était alors en Avignon, Clément VII, le pape finit par trancher en faveur donc d'une image ou représentation du suaire, donc il dit bien que ce n'est pas une relique, donc ce n'est pas le véritable suaire de Jésus, mais autorise quand même des ostensions bien encadrées. Donc il paraît plutôt clair à cette époque-là que voilà le suaire est considéré officiellement par l'Église comme une image. Une image et peut-être même une fausse relique. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Le débat n'est pas tellement entre reliques vraies et reliques fausses. Ouais. C'est plutôt entre fausses reliques superstitieuses et donc dangereuses et image qui peut permettre un culte des fidèles et donc leur édification et tout ce qu'on connaît autour de l'image. Et effectivement, ça fait qu'en fait l'exemple en question, c'est un peu paradoxal. Effectivement, c'est là où on a ici un exemple assez fou d'une relique qui finalement est considérée comme tout à fait fausse au Moyen-Âge et qui aujourd'hui est présentée comme vraie par de nombreux croyants. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'au fond, c'est sans doute surtout avec la nouvelle source de Nicole Aurème, le cas de faux le mieux documenté du Moyen-Âge, puisque on a plein de cas d'enquête où précisément on a ce type de personnages qui vont aller faire des enquêtes sur place. Alors, on peut citer par exemple les hosties de Wilsnack ou de Klosterneuburg qui ont été regardées récemment par Pierre Fournet dans sa thèse, qui sont des objets sur lesquels on a plein d'ecclésiastiques qui vont arriver en disant mais c'est pas vrai, ça a été trempé dans du sang de bouc ou que sais-je. Ils vont produire ça à donc leur hiérarchie, ça va remonter jusqu'au pape qui dit mais bon c'est des allégations, ça m'intéresse pas, et qui donc va laisser se déployer le culte. Donc en fait on a beaucoup de cas d'enquête à propos des reliques qui ressemblent un peu à ce qu'on voit à Liray, où l'évêque de Troyes nous dit bon mon prédécesseur a fait une enquête, il s'est posé la question d'abord est-ce que ça colle avec les évangiles, bah non parce que le suaire était blanc dans les évangiles et là il est taché. Deuxième question, est-ce qu'on a des échos sur cette image? Bah non, on n'a jamais entendu parler d'un suaire avec des taches, du coup c'est pas du tout probable que ce suaire existe. Et puis troisième chose, j'ai fait une enquête sur place et j'ai prouvé. Donc ce raisonnement d'enquête qui en fait est vraiment la procédure inquisitoire qu'on connaît bien pour de plus sombres raisons, mais qui est vraiment une procédure judiciaire qui cherche à découvrir les preuves de quelque chose, et ici mise en application sur une relique.
Et ça, c'est pas complètement neuf. On en a d'autres cas. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les autres cas, le culte continue. Donc là, on a un cas dans lequel le culte est arrêté. Donc le culte est arrêté, c'est ça? Par en quelle année d'après ce que nous dit Pierre d'Arcy, vers 1355, 1356. Pierre d'Arcy, c'est l'évêque de Troyes. Pardon, l'évêque de Troyes, nous dit que son prédécesseur a arrêté le culte 34 ans avant, ce qui nous ramène à 1355, 1356. D'accord. Et on comprend bien qu'Aurème, une quinzaine d'années après, disons, cite ce cas-là. On est vraiment dans ce moment, la seconde moitié du XIVe siècle. D'accord. Alors, pour dérouler le fil de l'histoire du suaire, on va le faire assez rapidement, mais c'est aussi intéressant. Donc, il y a une sorte de seconde vie du suaire qui se met en place à partir de 1453, quand Marguerite de Charny, donc toujours cette famille champenoise, cède l'objet, donc qu'on n'appellera pas une relique, donc au duc de Savoie, donc une famille importante, très importante, beaucoup plus importante que la famille de Charny, et donc c'est comme ça que le suaire arrive d'abord à Chambéry, qui était le fief de la famille de Savoie, puis à Turin. Et en fait, vous racontez qu'on va l'oublier un peu. Et puis, en 1506, donc un siècle après à peu près la querelle champenoise, on a un pape, le pape Jules II, qui finalement l'avalise comme véritable relique de la Passion, véritable suaire du Christ, donc saint suaire. Donc il y a une sorte de retournement. Comment est-ce qu'on explique ce retournement ? C'est une histoire de changement d'identité, on pourrait dire, de la relique, qui a réussi à se refaire une beauté. En fait, il est interdit de vendre des objets sacrés, c'est très clair ça. Et de fait, donc vendre une image sainte, et encore plus une relique, c'est évidemment interdit. Et la famille de Marguerite de Charny, qui est un peu endettée, va aller démarcher à droite à gauche pour essayer de vendre l'objet. Et quand elle arrive à le vendre au duc de Savoie, évidemment, elle ne le vend pas comme étant ouvertement, publiquement. Il n'y a pas un acte de vente. On voit les déplacements de fonds d'ailleurs dans les comptabilités, ça a été bien montré par Andrea Nicoletti, mais on n'a pas, disons, évidemment, une déclaration comme quoi le suaire a été vendu. Donc, il n'est pas du tout évident, quand l'objet apparaît en Savoie, que c'est le même objet que celui de Chambéry. On a les gens de Liray quand même qui ont continué d'envoyer des lettres, notamment au roi de France, pour dire il faudrait quand même au duc de Savoie, pardon, pour dire il faut quand même nous rendre le suaire. Puis pas de réponse évidemment. Donc on sait à ce moment-là sans doute que c'est encore le même objet, mais on va oublier petit à petit cette histoire de la relique. Et donc, on va considérer que c'est une magnifique image qui représente avec des traces. Bon, c'est le suaire du Christ, c'est obligé. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, les auteurs savoyards qui retracent l'histoire du suaire vont avoir des petits échos de cette histoire troyenne, ou disons champenoise, mais évidemment qui ne présentent jamais les choses comme un procès avec le pape. Donc on a des cas assez amusants où on relie le fait que ça a été vendu en 1453 avec la chute de Constantinople, et on dit voilà, c'est facile, ça a été obtenu à ce moment-là. On raconte des miracles sur comment cet objet serait apparu à ce moment-là. On redessine l'histoire, on réinvente l'histoire, mais l'histoire. Dans cette histoire, on met Marguerite de Charny, qui du coup, alors elle n'a pas vendu le suaire, mais elle était avec sa mule, et sa mule a refusé de quitter Chambéry quand elle voulait quitter la ville, et puis la mule refuse de bouger, alors qu'elle avait le suaire dans ses pactages. Donc Marguerite comprend qu'en fait c'est parce que le suaire doit rester à Chambéry. Donc, voilà. Donc ça c'est ce qui raconte l'historiographie de l'époque, qui donc ne mentionne pas du tout ce dossier de Liray, qui est complètement oublié à cette époque-là. On a plusieurs érudits qui vont le redécouvrir. Il sera toujours très problématique jusqu'à aujourd'hui pour les défenseurs de l'authenticité, qui vont toujours soit essayer de dire bon, ou alors c'est des faux, ou alors bon, c'est pas très important, c'est des mensonges, et finalement voilà, écarter ça pour dire que finalement l'argument historique bon, est finalement pas très important, et que on a un objet qui est trop beau pour être faux. Alors donc c'est ça, donc en fait on a une nouvelle légende un peu qui se met en place autour du Saint-Suaire. En fait, pour revenir sur la question de l'authenticité, donc là on peut rentrer un peu dans les débats. En fait, la question c'est est-ce que le premier dossier qu'on a vu au XIVe siècle, est-ce que les gens qui interviennent dans ce dossier disent vrai ? Comment est-ce que vous, historien, vous pouvez dire que vous pouvez estimer fiables les témoignages qui sont rapportés ? Et puis donc voilà, vous derrière, en fait, en tant qu'historien, quelle est votre approche pour aborder ce débat sensible de la question de l'authenticité ? C'est une question qui est très intéressante, parce qu'elle pose une question presque éthique. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire des religions, on n'est pas là pour juger les croyances des acteurs. Quand on fait l'histoire des religions contemporaines, c'est le cas, mais c'est aussi le cas pour la religion médiévale. Et donc,
la ligne de conduite qu'on adopte généralement, c'est de considérer que la croyance est légitime et qu'on s'intéresse à la réalité perçue, donc la réalité telle qu'elle est perçue par les acteurs. Et là, je dois dire, si la réalité perçue du XIVe siècle peut poser plein de questions, ici, ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a absolument aucun acteur qui qualifie l'objet de relique. Donc en fait, concrètement, il n'y a aucune source du XIVe siècle dans lequel quelqu'un dit « moi j'y crois ». Donc déjà, là, quand même les propriétaires. Non, les propriétaires ne le disent pas. Les propriétaires disent c'est une figure représentation. C'est l'évêque de Troyes qui les accuse de montrer la relique en tant que figure représentation pour pas se faire embêter par le pape. Mais assez clairement, on a une source qui est, je crois, très importante, qui est la toute première source de 1389, qui est donc Geoffroy de Charny, justement le pape qui répond à Geoffroy de Charny. Et en répondant, il fait ce que la chancellerie pontificale donc, enregistre en fait la requête avant d'y répondre. En fait, on a la requête de Geoffroy de Charny qui est enregistrée. Et dans cet enregistrement, on voit bien que Geoffroy de Charny qualifie l'objet de figure représentation. Et d'ailleurs, quand en 1418 le suaire va être déplacé, les Charny parlent toujours de figure représentation. Mais on peut imaginer qu'en 1355, avant, quand en fait l'église de Lirey est construite et que la relique a priori arrive à ce moment-là, là c'était peut-être une relique. Tout à fait, c'est ce que fait apparaître, c'est ce que font apparaître d'ailleurs les deux, à la fois Nicole Orem et Pierre. Ce qui est assez amusant, c'est que finalement c'est les détracteurs de la relique qui accusent les propriétaires d'avoir fait croire. Ce qui montre que l'authenticité n'est pas du tout un fait établi. Ils accusent aussi de continuer de faire croire en laissant croire, en laissant entendre en n'étant pas assez ferme sur la façon dont on le montre pour bien montrer qu'il s'agit seulement d'une image. Mais de fait, les sources telles qu'on les a nous permettent de voir un débat qui traite moins de la question de la qualité de l'image, parce que c'est une relique ou pas, mais plutôt des conditions dans lesquelles on la montre. Et ça, c'est très clair pour les débats de 1389-1390. Et ce qui est intéressant avec le témoignage d'Orem, c'est que finalement, ça nous renvoie à cette première question qui semble bien être en 1355, même si le dossier n'existe pas, peut-être disparu, on n'en sait rien, que certainement en 1355, le problème, c'était l'authenticité. Mais finalement, dans le second round de la controverse, qui est celui de 1389, la question de l'authenticité, elle se pose plus vraiment. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une image. C'est juste, est-ce que cette image elle est dangereuse? Est-ce que cette image, elle est pieuse? Est-ce qu'elle joue sur les limites en se faisant passer pour une relique du Christ? C'est ça. Et donc ça nous interroge plutôt sur cette conception. D'accord. Donc pour revenir sur la question de l'authenticité et comment vous, en historien, vous estimez, est-ce que en fait vous pensez que donc le dossier qu'on a est suffisamment riche pour trancher justement, là encore, l'historien, il n'est pas forcément là pour dire que l'objet est vrai ou faux à partir des sources. Effectivement, on peut tout imaginer, évidemment. On peut tout à fait imaginer que... Mais la question, c'est qu'il faut aussi, si jamais on veut imaginer une hypothèse dans laquelle il est vrai, il va falloir nous expliquer pourquoi la famille de Charny le présente dans un premier temps comme une relique, puis dit que c'est une image. Pourquoi elle proteste pas quand on lui dit que c'est une image et au contraire elle adhère à cette thèse, pourquoi elle a retiré l'objet du sanctuaire. Il faut aussi replacer ça dans un contexte, que c'est quand même ballot, mais en fait des reliques, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et notamment des suaires d'ailleurs. Et notamment des suaires. Et ces centaines de reliques, ils sont quasiment jamais interrogés et absolument jamais, sauf dans un ou deux cas médiévaux, retirés des sanctuaires. Donc ce serait quand même ballot, c'est quand même bête. Là, celui-là, il serait vrai. Ça paraît quand même, étant donné l'ingéniosité des médiévaux en termes de fabrication de reliques, ça paraît un peu dur à avaler qu'effectivement un dossier aussi clair sur la qualification de l'objet comme image ne soit pas effectivement une image récente. En fait, les sources qu'on a nous donnent à voir un dossier de fraude à la relique avec des détails assez précis d'ailleurs, puisque l'évêque de Troyes parle du fait que c'est le doyen de la collégiale qui a commandé cette image. Donc on a tout lieu de penser effectivement que l'objet est bien fabriqué vers 1350 et pour n'importe quel autre objet, ça poserait pas vraiment de questions. Et là, juste, on a très envie qu'il soit authentique, donc on essaie de chercher des hypothèses plus ou moins fictives. Alors justement, là, on va un peu quitter le champ de l'histoire, parce que donc vous placez vraiment sur ce terrain-là, évidemment, c'est votre discipline, mais depuis tout au long du XXe siècle, on a eu en fait des chercheurs en sciences dures qui se sont mobilisés pour étudier le suaire en médecine légale, en chimie, en physique, et
La question, c'est est-ce que vous pensez que l'histoire est la seule science valable en fait pour tirer des conclusions fiables sur le suaire? Quid de toutes ces études de sciences dures? Je pense à donc ceux qui ont analysé, qui pensent avoir trouvé du sang sur le tissu, des écritures fantômes autour de la tête de Jésus, des pièces sur les yeux, des pollens. Je mets un peu tout parce que c'est difficile de toutes les citer et de s'attarder longtemps dessus, mais c'est vraiment des questions qui sont posées. La question des pollens, est-ce qu'il y aurait des pollens de Palestine dans le tissu, ce qui corroborerait en fait que c'est vraiment le linceul de Jésus. Voilà, comment est-ce que vous appréhendez ces études et est-ce que vous pensez que l'histoire finalement est seule à son mot à dire sur cet objet? Non, évidemment pas. Non, c'est plutôt l'inverse. Ce que je dis, c'est que le mot de l'histoire est circonscrit dans son cadre, à savoir essayer de comprendre ce qu'était l'objet dans le moment où il apparaît. Il y a une autre question sur laquelle on reviendra peut-être, qui est aussi historique et qui là peut-être nous amène à avoir un mot dans ce débat, qui est la question de l'iconographie. Donc de voir effectivement, est-ce que l'image ressemble aux images du XIVe siècle? Et là, la réponse est clairement oui, donc on pourra y revenir. Mais donc là, peut-être sur ce point-là, on a peut-être une expertise qui va permettre de parler plutôt de datation précisément de l'objet. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est de voir quand l'objet apparaît et comment il est cité à ce moment-là. Et évidemment, et on a toujours l'habitude de le faire avec des collègues, on a l'habitude de travailler avec des gens qui font des sciences dures dans des laboratoires de recherche, qui ont l'habitude de dater des objets, de regarder des pigments. Donc ça, c'est un dialogue qu'on a en permanence. Et qui est un dialogue extrêmement riche et qui est assez bilatéral. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très très loin des clichés qu'on peut avoir sur l'idée qu'il y aurait d'un côté les sciences dures et de l'autre les sciences humaines. On s'aperçoit très bien que, par exemple, pour identifier un pigment, il faut qu'un historien dise les carrières de pigments, elles sont ici ou là, et ensuite on va pouvoir comparer avec des carrières, des pigments de cette carrière et une machine. Donc en fait, ça se fait vraiment dans un dialogue, et je pense que c'est important de le dire parce qu'on a vraiment en tête ces deux espaces très séparés. Mais là, ce dialogue-là, il n'existe pas du tout dans le cas du suaire. En fait, on n'a même pas de dialogue entre le monde académique, disons, professionnel, institutionnel, et les gens qui affirment ces choses-là. Il faut savoir que ce qu'on appelle la syndonologie, c'est une émanération des confréries du suaire, donc de groupes. Donc la syndonologie, expliquez-nous. Pardon, oui, je croyais que vous l'aviez. Oui, alors syndonologie, c'est la prétendue science du linceul. Donc syndon, ça veut dire donc linceul, linge en lin en grec, et donc linge funéraire. Et donc la syndonologie, ce serait la science du linceul. Voilà. Cette syndonologie, le mot apparaît dans les années 30 et correspond en fait à un réseau de gens qui défendent l'authenticité du suaire depuis la photographie de Seconde d'Oppia, dont on vous a rappelé en introduction qu'elle avait été faite en 1898. Et quand donc cette photographie de Seconde d'Oppia apparaît, il y a plein de gens qui essaient d'expliquer que l'image est une preuve de la résurrection, tout simplement, c'est vraiment ça l'idée. Et donc ces réseaux vont se développer, on a de très belles correspondances d'ailleurs dans lesquelles ils expliquent toutes leurs stratégies, et on voit bien que ces stratégies ne sont pas des stratégies scientifiques, ces gens-là ne sont pas des universitaires, ils ne dialoguent pas avec les universitaires. Et la grande question que va se poser le diocèse de Turin quand, dans la seconde moitié du siècle, ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait avec cet objet qui fascine? Est-ce qu'on fait des études ou pas? C'est en fait à qui on va donner ces études à faire. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on va faire des études dans des universités? C'est le cas, par exemple, l'université de Modène, qui va regarder s'il y a du sang sur le suaire, qui va rien trouver. Ils vont faire les tests habituels, ils disent nous on voit pas de sang. Bon, ils disent pas il est faux, ils disent on voit pas de sang. Et puis dans un second temps, ça va plutôt se faire en deux temps, ils vont répondre aux appels assez pressants des réseaux de syndonologie qui sont très très présents à Turin, et leur dire vous pouvez faire des études. Donc il y a le fameux STURP, Shroud of Turin Research Project, qui est donc là aussi une émanation de la Holy Shroud Guild, donc une confrérie du suaire, qui donc va choisir des scientifiques, c'est totalement arbitraire, pour faire des études. Et ces scientifiques vont faire un certain nombre de découvertes qui sont parfois assez contradictoires. Et donc là, si on reprend l'exemple du sang, on a le cas célèbre de la double, disons, étude, enfin les deux études. On a d'un côté Walter McCrone, de l'autre côté Adler et Heller. Donc on est vers 80-82. Et Walter McCrone dit moi j'ai trouvé des pigments avec un liant, donc c'est une peinture médiévale.
Et de l'autre côté, Adler et Heller disent nous, on a trouvé du sang, et c'est du sang d'un homme. Alors moi, typiquement, évidemment, c'est pas moi qui vais trancher ce débat-là, il faut aller voir des gens dans des laboratoires pour leur demander ce qu'ils en pensent. Mais quand on le fait, par exemple, pour les pollens, on a des réponses très intéressantes. C'est-à-dire que si vous allez voir un spécialiste des pollens et que vous lui demandez ce qu'il pense des études qui disent qu'il y a des pollens sur le suaire, il va vous faire une drôle de tête en voyant ne serait-ce que le tableau des résultats qui correspond à rien. Parce qu'en fait, le cas des pollens est un très bon exemple. On a affaire à l'étude de Max Frey, qui est un détective plus ou moins commissaire de police, qui s'intéresse au suaire donc dans les années 70, qui va obtenir visiblement de manière d'abord pas très claire, il ne demande pas d'autorisation officielle, il vient avec des bouts de scotch, il va récupérer avec des bouts de scotch des pollens sur le suaire, et ensuite il va nous dire que ces pollens contiennent 100 à 150 espèces de pollen de Palestine. Alors ce qui est même fabuleux, c'est qu'il a trouvé quasiment que des espèces de Palestine, ce qui est évidemment totalement absurde, puisqu'on s'attendrait d'abord, même si le suaire est authentique, à avoir 700 ans de pollens occidentaux et très peu de pollen de Palestine, parce qu'évidemment les pollens c'est pas non plus quelque chose qui s'agrippe, ils n'ont pas des petits bras pour s'agripper sur les objets, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait pas ça. En fait, on ne date pas et on ne retrace pas l'origine des textiles dans les musées avec des pollens. Si vous allez dans les musées des textiles, vous allez dans les collections du Louvre, si vous dites à des spécialistes, et ça a d'ailleurs été fait pour d'autres cas de reliques du Christ textiles, puisque les syndonologues sont convaincus que ça marche. Donc, quand un curé qui a lu un peu de syndonologie veut faire des études, il va voir la DRAC et dit on va faire une étude de pollen. Et il fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est juste des études des méthodes qui n'existent que dans la syndonologie. Ce qui est en fait la définition d'une pseudoscience. C'est-à-dire qu'en fait, on a une méthode qui est propre, qui nous donne des résultats qui sont évidemment fabuleux et auxquels il faudrait croire. Ce qui est embêtant, c'est que ces gens-là ne développent pas des méthodes qui ensuite sont réappliquées sur d'autres objets, et il faut nous expliquer pourquoi on n'a pas trouvé cette méthode géniale et pourquoi on ne peut pas savoir d'où viennent tous les textiles un peu anciens du monde grâce à cette méthode. La réponse est assez claire, et il y a eu des études qui ont été faites où on a tenté de laisser ne serait-ce qu'une semaine ou un mois à l'air libre des textiles avec des pollens, et on voit bien que c'est une volatilité qui est absolument incompatible avec les résultats de Max Frey, qui par ailleurs a lui-même montré des photos de pollen présentés comme étant des pollens trouvés sur le suaire. On lui a dit mais ils sont quand même beaucoup trop propres pour être sur le suaire. Il a dit oui, en fait c'était ma collection. Donc en fait on a affaire à quelque chose qui ne tient pas debout une seconde, la méthode n'est pas bonne, le personnage n'est pas spécialiste des pollens, et il a même pas publié disons de son vivant, ça a été publié après sa mort, et il l'a fait avec des bouts de scotch. En fait on a absolument rien qui va. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrive à utiliser ça comme une preuve scientifique, et là on voit l'importance précisément d'un certain fantasme des sciences dures, qui considère que en fait voilà une étude scientifique, ça démontre quelque chose de carré, qui est indiscutable, sans se poser la question de savoir qui a fait l'étude, dans quel contexte. La question, on la pose uniquement quand ça ne nous plaît pas. Donc ça, c'est quand même là, il y a un vrai problème. Et en fait, c'est vrai pour toutes ces études-là. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas du groupage sanguin, c'est assez passionnant, le groupage sanguin, ou les ADN qui ont été trouvés dans le sang prétendument du suaire. C'est des choses qu'on ne savait pas faire à l'époque. Les syndologues sont 20 ans en avance sur tout le monde. Et ils ne sont jamais cités dans le monde archéologique, leurs méthodes sont jamais reprises. En fait, c'est toujours la même logique, c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on pourrait inventer. Et on voit que ça répond beaucoup plus à une sorte de fantasme de ce que c'est que la science, de la part de gens qui ne sont pas scientifiques, qui n'ont pas de... Il y a quand même des scientifiques, non? Alors, il y a notamment dans le cadre du STURP, il y a quelques scientifiques, mais pour donc Baima Bolonais, par exemple, qui est celui qui fait le groupage sanguin, c'est juste un membre du clergé qui s'intéresse au groupe sanguin. Donc c'est quand même un peu curieux que ce soit le premier à réussir à trouver des groupes sanguins avant les archéologues, qui encore aujourd'hui se méfient des groupages sanguins archéologiques, parce qu'on sait qu'il y a des contaminations. Donc c'est ce genre de... C'est le fossé, je pense, qu'il faut quand même avoir en tête, entre une littérature qui fait très très attention à se présenter comme scientifique et ce que c'est que la recherche scientifique. Et là, je pense effectivement, il est important quand même de revenir un petit peu dans ce dialogue aussi entre sciences humaines et sciences dures, d'aller voir par exemple les spécialistes de palynologie et leur demander qu'est-ce que ça vaut. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le spécialiste, donc Jacques Evin, qui est spécialiste du carbone 14, qui le raconte très bien, c'était assez amusant. Il l'a fait pour les pollens. Donc lui, il était spécialiste du carbone 14. Il a participé, disons, aux discussions autour de la datation, et qui a eu à la fin des années 80, on y reviendra sans doute. Oui, c'est la prochaine question. Pardon. Et donc, quand il a vu ces histoires de pollen, il allait voir il tapait à la porte de son collègue, il lui dit qu'est-ce que c'est que ce truc, il
l'autre lui a rayonné en disant mais ça n'a absolument aucun sens. Donc, quand après derrière des personnes s'agrippent à ça en présentant ça comme une vérité absolument indéboulonnable, il faut s'interroger quand même sur savoir si on est dans la science ou dans l'apologétique, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps et dont les ficelles sont bien connues. Et là, l'une des ficelles de l'apologétique aujourd'hui, il faut le savoir, et il faut pas en être dupe, c'est aussi d'utiliser le régime dit scientifique ou présenté comme scientifique. C'est un de ces arguments. On peut pas s'en passer aujourd'hui. On peut pas se passer de l'argument scientifique si on veut démontrer des choses aux gens. C'est tellement important dans le régime de vérité contemporain qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, on va essayer d'aller publier dans des revues scientifiques. Avec plus ou moins de succès. Bon, récemment, il y a eu une étude, le WAX, ils se sont fait rétracter au bout de 2 mois. Donc, en fait, l'étude a été rétractée. Elle a été rétractée dans un premier journal et puis elle a été mise dans un second. Donc, on cherche le journal qui va bien. Mais elle est quand même publiée. Elle est quand même publiée dans un article, dans une revue qu'il a publiée en 1 mois, qui n'est pas une revue très bonne. C'est toujours pareil. Donc, en fait, si on regarde les conditions, on s'aperçoit là encore pour cette étude que la méthode, elle a été inventée juste pour le suaire. Ils nous ont dit qu'il y aurait. Pardon, je fais parenthèse, c'est une étude au WAX, donc c'est avec une sorte d'étude au rayon X. On passe le tissu au rayon X, enfin, les petits bouts qu'on avait prélevés dans les années 80 et on essaye de dater, mais c'est pas une méthode effectivement très habituelle, enfin c'est pas du tout une méthode habituelle. Mais eux-mêmes l'ont dit, ils ont dit c'est pas très habituel, il faudrait faire des tests sur d'autres textiles. Bizarrement, il n'y a eu aucun test sur un textile en 2025. Je pense qu'on peut attendre encore un peu, mais c'était en 2022. On pourrait bientôt dire qu'ils se sont moqués de nous quand même, parce que clairement c'est pas une méthode qui va s'imposer dans le monde des textiles pour les dater. Donc on comprend pas très bien pourquoi il y aurait besoin d'une technique propre juste au suaire. Ça, c'est quand même, épistémologiquement, c'est quand même très, très dur à avaler. Pourquoi une méthode propre au suaire fonctionnerait mieux que les méthodes qu'on a l'habitude d'appliquer au textile, même s'il est authentique? Alors, pour revenir sur les méthodes habituelles, justement, le carbone 14, donc c'est un peu une grande étape dans l'histoire du suaire. On a, en 1988, donc 3 laboratoires reconnus dans cette technique de datation qui, à partir d'un échantillon prélevé sur le suaire, donc le date alors entre le 13e et le 14e, j'ai plus la fourchette exacte, mais du coup, ça corrobore le dossier historiographique. Mais donc évidemment et suite à ça on a donc le pape de l'époque et puis tous ceux d'après, donc Jean-Paul II puis ses successeurs qui vont le suivre là-dedans, vont se plier à ce résultat en se retirant un peu de la question de l'authenticité, en parlant, Jean-Paul II parle d'une icône, donc qui laisse la porte ouverte au sacré et en même temps c'est une image. Voilà. Mais après ça, en fait, cette datation a été remise en question, largement remise en question dans les réseaux de syndonologie et peut-être même au-delà. Je ne sais pas, justement, je vous pose la question. En fait, on remet souvent en question en disant le prélèvement a été fait à un endroit qui correspond à en fait une reprise, une restauration médiévale, donc c'est pour ça que ça date du Moyen-Âge, ou encore, en fait, la technique a évolué depuis 30 ans et on n'était pas non plus très. Enfin, il y aurait des choses à mieux faire maintenant. Est-ce que pour vous, on peut douter de cette datation ? Là encore, c'est pas à moi, historien, de dire si cette datation est douteuse. Mais qu'est-ce qui est dit en histoire, en tant qu'historien, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux juste regarder les critères attendus d'une publication scientifique et dire que une publication correspond aux critères ou non, puisque je peux pas rentrer dans le détail de l'étude et la discuter. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'une publication scientifique ? Qu'elle soit publiée dans une bonne revue, que la méthodologie soit claire, connue, maîtrisée, qu'on puisse avoir une idée de la fiabilité d'une méthode. Évidemment, quand on invente une méthode, qu'on l'applique à un objet, on ne peut pas savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Il faut faire un certain nombre d'études. Il faut que l'échantillonnage, évidemment, ne pose pas de problème. Et c'est mieux, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, c'est quand même bien quand il y a quand même 2 ou 3 personnes qui sont un peu spécialistes des choses dont ils parlent, qui sont autour de l'étude. Ça, c'est quand même toujours un petit plus. Donc, on a une étude du carbone 14 qui répond à tous ces critères, qui est publiée dans Nature, qui est la meilleure revue scientifique du monde, 3 grands laboratoires qui font l'étude en même temps. C'est en fait extrêmement rare. On date la plupart du temps qu'avec un seul laboratoire. Donc là, on a 3 laboratoires qui donnent donc des dates 13e, 14e, tous les 3. On a un échantillonnage qui, en fait, ne pose pas problème, ce qui a été dit sur la position de l'échantillon a été débunké. Hein, c'est des choses qui ne sont pas le cas. Et donc, en fait, on n'a absolument aucune raison d'en douter. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, voilà, mais ça veut dire que on n'a aucune raison d'en douter et que il faut nous amener les études
qui ont à peu près le même niveau de scientificité aussi. Moi, disons, mon regard sur ce dossier, c'est que j'ai quand même très souvent l'impression d'avoir affaire à des gens qui vont appliquer des critères d'un niveau de scepticisme assez fou, à la fois d'ailleurs, c'est là où on retrouve le parallélisme avec les sciences humaines, à la fois au carbone 14 et à nos sources historiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est Pierre Darcy, Nicole Orem sans doute, on verra comment ça va réagir, mais on voit très bien dans quelle direction ça peut aller, et quand c'est le carbone 14, alors là on a des gens hyper critiques, où par le moindre truc peut poser problème, où est-ce que ça a été publié, par qui, Et en fait, quand c'est Max Fry qui sort des pollens d'un bout de scotch, alors là c'est bon, c'est autant, là il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour le wax. Le wax, revue mauvaise, échantillonnage, ça daterait des années 80, on n'est même pas sûr, et l'archevêque de Turin a même dit, donc le regretté Nosilia qui est décédé il n'y a pas très longtemps, quelques jours, a même dit que l'étude ne pouvait pas valoir grand chose puisque l'échantillon n'est pas suivi, et la méthode, on l'a dit, ça fonctionne pas. Donc en fait, il faut arrêter avec donc les doubles standards. Enfin, soit on considère qu'une étude doit être publiée dans une bonne revue par des spécialistes avec un niveau de garantie de fiabilité qui est clair, et à ce moment-là, quelle est la meilleure étude du dossier? C'est de très loin le carbone 14. Nature, c'est très très bonne revue. C'est la méthode qu'on utilise le plus dans les musées encore aujourd'hui pour dater les objets. Donc c'est une méthode qui pose pas de problème, et aussi pour dater les momies. On a refait toute la chronologie de l'Égypte ancienne grâce au carbone 14. Donc on ne parle pas d'une méthode qui est une méthode amatrice, quoi. C'est une méthode qui est aujourd'hui la méthode la plus importante et qui est de plus en plus utilisée d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pose pas de problème, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se tromper de temps en temps, mais c'est évidemment une méthode qui en elle-même est très souvent utilisée pour donner une date à un objet, et qui très souvent d'ailleurs correspond avec la documentation. Et il se trouve que c'est le cas pour le suaire, qui apparaît dans la documentation au 14e. Donc ça a quand même beaucoup de si pour accepter que cet objet aurait été mal daté par 3 laboratoires en même temps, et pas de chance. En plus, on a des sources médiévales qui sont les seules sources à me dire qu'une relique est fausse et qui situent la fraude au 14e siècle. C'est quand même beaucoup, quoi. D'accord. Alors là, on peut en venir à notre dernier volet, et je pense sans doute le plus intéressant et qui va ouvrir le plus de pistes, c'est la question de l'image. Quelle est cette image? Comment a-t-elle été produite? Donc, le suaire de Liré, Chambéry, Turin, en fait, diffère des autres suaires. Ça, c'est ce que vous nous dites dans votre thèse, parce qu'il porte l'image d'un corps et d'un visage, notamment, alors que tous les autres suaires de l'époque étaient des linges blancs. Et en fait, on n'en trouve pas d'autres avec une image d'homme sur le tissu. Et il s'avère que, je crois que c'est ce que vous dites vous-même, que le mystère reste entier encore sur l'image que porte ce suaire, ce visage qui est saisissant et qui réapparaît très fortement sur le négatif photographique de 1898. En fait, quelles sont vos pistes pour savoir comment il est arrivé sur ce tissu, comment on l'a produit? Voilà. Alors là aussi, je pense qu'il est important de remettre ça dans un contexte qui est le contexte du XIVe siècle, qui est un contexte très important pour les images, pour plein de raisons, mais on est vraiment à un moment où les images se démultiplient dans la société médiévale et reçoivent une vénération de plus en plus grande. Alors c'est un long processus, mais le XIVe siècle est important parce qu'on commence à voir l'utilisation de l'image comme aussi une sorte de preuve à l'appui du discours, ou même qui complète le discours des évangiles. Et ça, on le voit très bien avec la question d'une autre relique, qui est la Véronique, qui donc est un linge dans lequel le visage du Christ serait imprimé. Et je pense qu'il faut partir de la Véronique pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a avec le suaire. Donc, je précise, ce sont les images achéropoïètes, voilà, c'est ça? Les images réputées non faites de main d'homme, voilà. Non fabriquées par la main. Donc, ces images achéropoïètes, c'est une vieille tradition. Donc, je dirais 2 choses. D'un côté, on a les suaires qui ont toujours été blancs, et de l'autre, on a tout un monde d'images achéropoïètes de plein de natures différentes. Parfois, c'est des linges, parfois, c'est des panneaux peints qui se seraient imprimés miraculeusement. Il y a plein de modes de récits, et c'est des images qui pullulent dans le monde byzantin et dans le monde latin, entre, disons, les 5e, 6e siècle et la fin du Moyen-Âge, il y a une même mode-là. Donc, on a en fait ces 2 catégories qui sont différentes. En Occident, le grand moment, c'est le triomphe de la Véronique, qui profite des jubilés. On a une année jubilaire. Le premier jubilé, c'est 1300. Et on est vraiment au moment où la Véronique va lancer, disons, son culte. On a une image du visage du Christ qui aurait été obtenue par Sainte Véronique, une sainte femme qui aurait donné un linge au Christ pour qu'il essuie son visage, et le visage serait imprimé. Donc, on aurait cette empreinte. Et cette empreinte, elle est importante parce qu'en fait, il faut savoir que dans les évangiles, on ne décrit pas le visage du Christ. On ne sait pas à quoi il ressemble. Il n'y a pas de texte ancien qui dise à quoi ressemble le visage du Christ. Donc,
les médiévaux se posent la question, on a vu qu'ils se posent un certain nombre de questions, et ils se posent notamment évidemment cette question de savoir est-ce que le visage du Christ était bien tel qu'on le représente depuis, grosso modo, les 5e, 6e siècles. Que le début des représentations du Christ, c'est plutôt 3e, 4e, avec des iconographies qui sont très différentes les unes des autres. On a plein d'iconographies différentes, des iconographies qui sont plutôt jupitériennes, avec une grosse barbe, des cheveux mi-longs, une iconographie en philosophe, avec les cheveux longs, une iconographie en berger, avec les cheveux courts, plutôt jeunes. On a plein d'iconographies comme ça, qui vont, et on le voit très bien dans les collections, par exemple, des musées romains, sur les sarcophages ou dans les mosaïques, petit à petit rencontrer pour produire le visage du Christ tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un processus qui a été bien étudié par Jean-Michel Spizer, et qui montre bien que c'est un processus très long, et qui est un processus de construction. Ça tombe pas du ciel, il n'y a pas un modèle, contrairement à ce que précisément la synonologue essaye d'affirmer, il n'y a pas un modèle derrière tout ça. On a une construction de ce visage du Christ. Et donc au XIIIe, XIVe siècle, les médiévaux se disent est-ce que on peut faire confiance à cette représentation humaine? Parce que l'image, depuis, disons, la tradition judaïque, évidemment, il met toujours sous question. Et on va essayer de trouver d'autres manières d'appuyer cette image. Une des manières, c'est par exemple la fameuse lettre du préfet Lentulus, qui serait une lettre qui décrirait l'apparence physique du Christ. Un apocryphe, mais qui permet d'appuyer cette représentation. Un texte antique, du coup. Un texte qui est présenté comme antique, mais qui apparaît en fait au XIVe siècle. Ah oui, d'accord. On voit très bien ce besoin de prouver l'apparence du Christ, de confirmer que la manière dont on le représente est la bonne. Et la Véronique sert aussi à ça. On a une empreinte du visage du Christ, regardez, il ressemble bien à ce qu'on a toujours représenté. Donc c'est une manière de se rassurer sur la valeur de cette iconographie très importante, parce qu'en plus, il y a des apparitions, et à chaque fois il ressemble à ça, donc c'est très embêtant s'il ne ressemble pas vraiment à ça. Donc quand en 1350, on a un jubilé en 1350, quand dans les années qui suivent, on voit apparaître à Liray un linge qui porte une empreinte, cette fois plus seulement du visage, mais du corps du Christ, on ne peut pas dire non plus que ce soit un objet qui sorte complètement de nulle part. On voit très bien qu'il y a toute une tradition dans laquelle cet objet s'inscrit. Mais c'est une sorte de rencontre entre les traditions du suaire blanc, qui est un grand linge blanc, un grand linge oblong, qui d'ailleurs ne correspond pas vraiment à la description des linges dans les évangiles, qui parlent plutôt de bandelettes pour décrire l'enveloppement du Christ, en tout cas chez Jean, qui est le plus précis. Et donc plutôt que des bandelettes, on va préférer un mode de sépulture qui ressemble beaucoup au mode de sépulture médiéval, qui est un grand linge qu'on va coudre généralement. Là, on a un grand linge donc dans lequel on va replier le corps du Christ. Et ce linge-là, il porte une empreinte qui vient confirmer et décrire et raconter en fait toute la passion dans les moindres détails. C'est bien naturel, puisqu'à l'époque, évidemment, on connaissait très bien la passion, et on a une dévotion à la passion qui est de plus en plus grande, et on la cherche de plus en plus sanglante. Et si on va, par exemple, à Perpignan, voir le Dévot Christ, on voit des Christs qui sont de plus en plus qui cherchent une sorte de vérisme anatomique extrêmement cru. Et c'est vraiment le grand moment de cet intérêt pour la souffrance du Christ dans son humanité, dans sa chair, dans sa corporéité. Donc, le suaire, il sort pas de nulle part, évidemment. Ensuite, comment il a été fait? C'est la question qui se pose. Sur les questions des critères iconographiques, je dirais que on a une preuve de plus, disons, d'une origine qui ressemble au XIVe. Je prends un exemple, les traces de la couronne d'épines. Vous pouvez aller dans les musées, regarder, vous trouverez pas de traces de la couronne d'épines sur les représentations du Christ avant, disons, je crois, toute fin 12e, et encore, je n'en ai pas vraiment en tête, 13e, 14e, et le culte de la sainte couronne d'épines à la Sainte-Chapelle. Donc, en fait, on voit que si on regarde les critères objectifs de datation, du point de vue de l'iconographie, on a ça correspond. On a une chose qui correspond, en fait, qui correspond avec 13e, 14e, qui est le grand moment de la représentation humaine du Christ. Alors, ensuite, la question de la façon dont l'image aurait été faite, la question de la technique, et là aussi, une question qu'il faut un peu nuancer. Le XIIIe siècle et le XIVe siècle est le grand moment de l'intérêt pour une représentation qui ne soit pas une représentation s'appuyant, disons, sur la ligne, mais qui essaye de représenter les volumes par des effets de modelé, ce que les peintres byzantins savaient très bien faire et qu'on commence à essayer de faire en Occident aussi. Giotto, magnifique exemple, qui propose ce qu'on appelle donc la naissance de la grisaille, qui sont des images donc faites en noir et blanc, monochrome, avec un effet de trompe-l'œil généralement qui joue avec l'imaginaire de la statue. C'est ça, qui joue avec la tridimensionnalité. Donc cette manière de représenter la tridimensionnalité en peinture, c'est un grand problème du XIVe. Le truc, c'est que dans le suaire, on a effectivement quelque chose qui ressemble à cette recherche. On peut comparer le suaire par exemple avec le parement de Narbonne qu'on voit au Louvre, qui date du XIVe et qui est un grand textile en grisaille sur lequel on a plein d'images du Christ. Mais ce qu'on voit bien, c'est que sur le parement de Narbonne, il est très clair quelle est la technique. Pour le suaire, c'est pas clair. Et il semblerait, je mets des petits points d'interrogation. Je suis pas complètement convaincu de ce que valent toutes les études qui ont été écrites là-dessus, mais il semblerait que, en tout cas, il soit pas possible de l'attribuer à une technique de peinture
donc telle qu'on la connaît habituellement. Ou alors, c'est un peu la thèse de Macron, une technique de peinture qui aurait été faite dans un premier temps et peut-être une dégradation de la couche picturale qui se serait faite, mais effectivement, on ne voit pas les traces du pinceau, disons, sur la peinture. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que le suaire est forcément authentique et qu'il vient forcément de la résurrection ? J'en suis pas totalement convaincu. Ou qu'il est miraculeux, ce qui est aussi une autre possibilité qu'on peut tout à fait adhérer si on a envie. On peut le croire, mais c'est pas une... C'est pas à vous de le dire. Oui, et puis ça semble pas être l'explication la plus simple. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que... Alors là, c'est le grand truc. Récemment, il y a encore une étude qui va dans ce sens-là. Bon, mais toutes ces études sont compliquées aussi quand elles sont évidemment en faveur d'une datation médiévale, parce qu'on voit bien que l'objet est tellement, intéresse tellement de personnes qu'on fait très vite une étude sensationnelle qui va avoir beaucoup de résonance, et on peut être intéressé à le faire aussi, ce qu'on peut comprendre. Donc, les dernières études, mais en fait, c'est des choses qui traînent en fait depuis un petit moment, c'est de dire que l'objet aurait été fait plutôt par une forme d'impression d'un bas-relief, peut-être des techniques de tamponnage à partir d'un bas-relief, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, et qu'avec un bas-relief, on aurait pu faire une image comme ça. Ce qui me paraît intéressant dans ces thèses-là, c'est d'abord qu'on est à la grande époque de la naissance de la gravure, et que, effectivement, on voit, notamment dans l'espace, disons, entre l'Empire et le Royaume de France, des tentatives d'impression à la planche, notamment donc impression sur bois, qui datent de cette époque-là. Donc on voit que la tenture de Sion, par exemple, pour citer celle-là. Donc on a à ce moment-là des choses qui ressemblent à des innovations techniques. Alors ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit sur le suaire néanmoins, mais c'est juste des tentatives d'imprimer des motifs d'une nouvelle manière. Et on a aussi des traditions de sculpture, notamment de sculpture du Christ au sépulcre, qu'on va retrouver là aussi dans le même espace rhénan, jusqu'à Strasbourg notamment, on va en voir pas mal autour de Strasbourg, qui donc représente le Christ au tombeau, parfois donc représenté avec les mains croisées, exactement dans la position du suaire. Et souvent, quand on a encore la polychromie, des taches de sang vraiment très, très, très violentes, et Andrea Nicoletti avait bien identifié par exemple la ressemblance avec le sépulcre de la Mégro, où on a une représentation extrêmement sanguinolente, presque la plaie purulente, c'est assez violent, et on est très proche des solutions de représentation de l'iconographie et des solutions de représentation du suaire. Or, on sait que ces images étaient souvent recueillies, recouvertes d'un linge pendant la Pâques. Donc, bon, du fait de recouvrir ces images d'un linge à un tamponnage, pourquoi pas, mais là encore c'est totalement hypothétique, et ça n'enlève pas du tout le côté extraordinaire de cette image, qui est vraiment une image fascinante, une image pas du tout commune. C'est-à-dire que si on regarde la Véronique, alors aujourd'hui en plus elle a été repeinte, c'est très compliqué, mais si on regarde les images de la même catégorie, on n'a pas disons le même rendu. Alors comment l'expliquer, c'est une très bonne question. La technique, mais aussi, et je crois que la thèse de Macron est intéressante, il faut aussi avoir en tête qu'une image, ça se dégrade, et le textile, ça se dégrade très vite. Le suaire s'est beaucoup dégradé. En 2000, le rapport de restauration a bien mis en évidence une dégradation. Donc la question de la dégradation aussi, du fait que ce côté fantomatique est peut-être le reste d'une image, une sorte de palimpseste, est aussi possible. Mais là, évidemment, c'est pas de mon ressort. Et le problème, je pense que c'est important de le dire, c'est que pour le savoir, il ne faut pas demander à des gens qui font de la médecine légale et qui cherchent des ADN ou des groupes sanguins. Il faut le demander à des gens qui travaillent sur des images. Et ça a été très peu fait. À des historiens de l'art, c'est ça ? Alors, pas forcément des historiens de l'art, mais plutôt à des spécialistes des objets de musée. C'est-à-dire que dans les musées, on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec plein de gens qui sont spécialistes des textiles, par exemple, qui ont l'habitude de dater des textiles. Des ingénieurs de recherche. Des ingénieurs de recherche, voire même parfois des chercheurs en biochimie, en physique, qui ont l'habitude de travailler sur les pigments, sur les textiles, qui ont une connaissance technique très fine et qui vont pouvoir rentrer dans le détail. Mais pour ça, il faut leur donner à eux et pas au premier syndénologue venu qui demande à ce qu'on lui montre l'objet. Et ça, c'est le grand regret dans le dossier du suaire. C'est qu'au fond, le seul spécialiste, disons, qui correspond un peu à ça, c'est Walter Macron. Et quand il a dit qu'il avait trouvé donc des pigments, on lui a retiré les échantillons et le STURP a dit non, il a tout fait très mal, donc on publiera pas ses études. Donc, on voit bien qu'on est dans un cadre qui ressemble pas vraiment à un cadre scientifique standard. On voit bien que tous ces gens-là ont été, pour le dire poliment, dépassés par le niveau de fascination autour de l'objet, et que ça permet pas véritablement aujourd'hui de dire avec clarté à quoi ressemble, disons, la fabrication du suaire, son mode de formation. En fait, le suaire aujourd'hui n'est pas accessible vraiment aux chercheurs. En fait, c'est ce que dit Andrea Nicoletti, en tout cas. Il n'est plus du tout accessible aux chercheurs. Alors, il est effectivement montré très rarement.
l'Église considère que le carbone 14 est finalement l'étude qui tranche, donc elle préfère ne pas le ressortir. En plus, c'est un objet fragile, donc le ressortir, c'est pas simple. Donc voilà, on a un objet qui, c'est sûr que là, il y a un vrai Parce que point d'interrogation. oui, on peut pas faire les études à partir des photos qu'on a, Bah non, c'est pas suffisant. Non, mais c'est ce que beaucoup de gens essayent de faire. Du coup, en fait, on redéveloppe tout un tas d'études anatomiques ou que sais-je, dans les deux sens d'ailleurs. L'étude anatomique, c'est même un autre rayon intéressant pour essayer justement de pallier l'absence de cette image qu'on peut plus étudier. Alors, dernière question qui agite aussi en tout cas les partisans de l'authenticité, c'est les traces de la crucifixion qui auraient été inconnues au Moyen-Âge et donc qui interrogeraient et qui rendraient l'image particulièrement mystérieuse. Qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, de ces traces, de la façon dont est représentée en fait la crucifixion sur le suaire tel que vous pouvez l'analyser? Disons, comme je disais, il y a quand même beaucoup de ces traces qui en fait correspondent au 13e, 14e. C'est-à-dire que les dégoulinures de sang de la couronne d'épines, par exemple, sont extrêmement typiques de l'iconographie de cette époque-là. C'est un motif, disons, qu'on retrouve à cette époque-là. La plaie, comme une plaie qui dégouline, c'est aussi très typique de cette époque-là. L'intérêt pour les traces de la flagellation, là encore, les traces de la flagellation, vous pouvez chercher pendant longtemps des images des 11e, 12e siècle dans lesquelles vous trouvez des petites traces de la flagellation sur le corps du Christ. 14e, on a plein de représentations qui essayent de plein de manières différentes d'ailleurs de représenter à quoi ça pouvait ressembler. Donc globalement, en fait, c'est exactement l'idée qu'on se faisait de la crucifixion. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que de fait, l'idée qu'on se fait de la crucifixion partant du récit de la Passion, on a un argument qui est de dire c'est comme dans le récit de la Passion, donc ça prouve la Passion. Évidemment, comme les médiévaux avaient la Passion sous les yeux, on peut quand même un tout petit peu remettre en question cet argument-là. Les quelques détails qui sont des détails qui sont considérés comme étant des détails tout à fait particuliers, en fait j'en vois deux, mais j'en rajouterai un troisième qui est peut-être un peu dur à entendre, mais voilà, j'en vois deux, mais qui n'a jamais été mentionné pour cette raison. Le premier, c'est la nudité du Christ, donc le Christ est nu sur le suaire. Il se trouve qu'en fait, on a un Christ qui donc est représenté les mains croisées sur le sexe, et ça, c'est exactement l'iconographie qu'on a partout. Et il existe des images où on voit le Christ donc avec les mains croisées sur le sexe. Plus encore, les crucifixions du XIVe siècle, il y en a un certain nombre où le pagne est transparent. En fait, l'idée d'un Christ qui est nu, c'est une idée qui est très importante, notamment pour les franciscains, suivre nu, le Christ nu. Donc c'est un grand thème de cette époque-là. Donc ça travaille l'histoire de l'art médiéval de part en part. Dire que c'est pas médiéval, c'est absurde. Il y a toute une littérature dessus. Ce qui est tout à fait impossible, c'est de représenter le sexe du Christ. Et on notera que sur le suaire, on ne le voit pas. Donc ça ne rompt pas avec cette règle-là qu'avait bien montré Léo Steinberg, montrant en fait que précisément le Christ était presque châtré dans la représentation du Christ par les artistes médiévaux, parce que précisément il perd sa divinité dans ce moment. L'autre détail, c'est donc les traces donc qui seraient au niveau des poignets. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule trace qui est en fait une sorte d'un gros pâté. Donc en fait, savoir exactement où c'est pas très simple. Dire que c'est impossible d'imaginer que il a été placé là, ça fait pas de sens. C'est les médiévaux qui ont inventé par exemple la crucifixion à trois clous, où les deux pieds du Christ sont remis l'un sur l'autre, ce qui est d'ailleurs ce qui semble être le cas quand on regarde le bas du suaire. Les pieds sont un peu coupés, mais on voit des pieds qui ont l'air de se croiser. Donc, en fait, et dans les poignets aussi, du coup, il y avait déjà des trous de clous dans les poignets au Moyen-Âge. Ils étaient plutôt au niveau des mains en règle générale, mais on a des textes. Alors, j'avais trouvé un texte d'Étienne de Bourbon assez amusant où il parlait des clous dans les mains au niveau où les nerfs se rejoignent, et donc en fait, qui ressemblaient au niveau des poignets. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur une époque où ça choque. Et d'ailleurs, l'un des bons exemples de ça, c'est qu'en fait, il a fallu attendre la fin du XVIe siècle pour que quelqu'un dise en fait, là, les clous sont pas exactement au milieu des mains, donc ça pose question. Enfin, il faut vraiment attendre la fin du XVIe. Donc si c'était si choquant pour les médiévaux, on comprend pas très bien pourquoi eux-mêmes n'auraient pas cité, pourquoi par exemple Pierre d'Arcy n'aurait pas cité cet argument-là. C'est vraiment un micro-détail dans un schéma iconographique qui correspond point par point à des sépulcres rénants où il y a des taches de sang. Le troisième point, qui pour le coup est vraiment un des points qui fait l'exceptionnalité de cet objet-là, c'est qu'on voit ses fesses. Et ça, c'est quelque chose que dans l'iconographie du Christ est extrêmement rare. Et sa nudité, j'ai dit, on voit
pas le sexe du Christ, mais voir les fesses du Christ, c'est assez rare. Et je me suis un peu lancé dans l'enquête autour de ça, et on voit que dans certaines images franciscaines, donc là encore toujours cette idée de nudité, de la flagellation. Le Christ est flagellé, donc les deux mains attachées devant, donc il est contre la colonne, le visage contre la colonne, où il laisse d'ailleurs aussi une empreinte, il y a tout un autre récit autour de cette colonne qui prend l'empreinte du corps du Christ, que décrivent les pèlerins au Moyen-Âge. Mais de dos, on va voir des fesses du Christ qui vont être visibles. Mais là, sur le suaire, ce qui est assez marquant, c'est ces fesses du Christ, et le fait que ces fesses soient notamment marquées par des traces de fouet qui montrent bien que précisément il n'y a pas de pagne. Parce que sur l'avant du suaire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pagne sous les mains du Christ. On n'en sait absolument rien. C'est pas du tout. On voit juste une empreinte des deux mains. Sur l'arrière, par contre, on voit, disons, les traces de flagellation. Donc là, on voit que c'est un thème qui a intéressé ce 14e, 15e siècle. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au 16e, 17e, quand on commence à faire des copies, petit à petit, on rhabille le Christ. On lui met un pagne parce que c'est quand même beaucoup plus sage. Et on voit que là encore, un peu à l'envers de ce qu'on pourrait imaginer, voilà, le Moyen-Âge est peut-être un peu moins embarrassé pour discuter de certaines choses que le seront les époques modernes et contemporaines depuis. Donc, en fait, ça nous fournit une bonne conclusion. En fait, vous nous dites finalement, ce qu'on peut entendre, c'est que ça reste une image assez singulière, voire on pourrait dire extraordinaire. Extraordinaire, en effet. Certains croyants pourraient même dire... alors, la question restera toujours ouverte, évidemment, mais miraculeuse. En tout cas, inexpliquée... pas encore complètement inexpliqué ou pas encore complètement expliqué. En tout cas, voilà. Donc quoi qu'on pense finalement de la production, de la façon dont il a été produit, de ce Saint-Suaire, ça reste une image fascinante qui peut susciter aussi bien la prière, la méditation que l'étude, comme vous l'avez fait, et la recherche, à condition qu'elle soit bien cadrée. Donc, nous vous remercions beaucoup d'être venus pour cet échange. Merci de nous avoir suivis. Donc pour ne rien rater de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, n'hésitez pas à commenter dans le respect évidemment des opinions de chacun, s'il vous plaît, ou à partager cette vidéo, et puis à lire l'avis. Donc je rappelle ce numéro en kiosque sur le Suaire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.